YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et Thomas, au sommaire d'Osez investir ce matin. Eh bien, c'est un numéro estival, ma chère Laurence, que je vous propose pour ce dernier rendez-vous de la saison d'Osez investir. Épargner pendant les vacances, est-ce possible? Et surtout, comment s'y prendre? Et on fantasme beaucoup autour des crypto-monnaies depuis quelques temps. On va surtout essayer de vous dire à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Noisa, président de Pemium, et Olivier Maltès, notre expert en marché financier, qui va rester dans la tonalité estivale, qui va nous parler des comportements des marchés durant l'été. Voilà, on commence avec le conseil de la semaine. Vous le disiez, l'été est là, les valises sont prêtes pour beaucoup. Sauf que voilà, le compte en banque souvent commence déjà à chauffer. Alors est-ce qu'on peut vraiment épargner durant les vacances, Thomas ? C'est une question qu'on se pose rarement, Laurence, parce que pour beaucoup, vacances riment avec dépenses. Et pourtant, oui, c'est possible d'épargner, même en juillet et en août. Tout est une question d'anticipation et de petits réflexes. Voilà, concrètement, on fait comment d'ailleurs ? D'abord, on se fixe un budget avant de partir. Pas dans la tête, mais noir sur blanc. On prévoit une enveloppe pour chaque poste, logement, alimentation, loisirs. Et on essaye de s'y tenir, ce qui n'est pas le plus simple. Ensuite, on peut faire des choix malins. Louer un appartement plutôt qu'un hôtel pour cuisiner soi-même. Utiliser les transports locaux au lieu de louer une voiture. Ou encore profiter des activités gratuites souvent proposées par les villes ou les offices de tourisme. Ça, c'est pas mal, mais est-ce qu'on peut vraiment épargner en plus de tout ça alors ? Oui, l'astuce, c'est de maintenir, même symboliquement, son automatisme d'épargne. Par exemple, si vous mettez habituellement 100 € de côté chaque mois, continuez à le faire en juillet et en août, quitte à réduire un peu le montant, même 20 ou 30 €, c'est déjà ça permet de garder le cap. L'épargne financière, Laurence, c'est une hygiène comportementale à entretenir. Waouh, hygiène comportementale. Absolument. Donc épargner, si je vous suis bien, c'est pas forcément renoncer, c'est ça ? Non, c'est choisir, comme le dit l'adage. Choisir ce qui compte vraiment, éviter les achats impulsifs et se rappeler qu'un bon souvenir ne se mesure pas forcément d'ailleurs en euros. Les vacances, c'est aussi l'occasion de consommer autrement et pourquoi pas de faire du bien à son portefeuille. Voilà, c'était les conseils de Thomas Binet. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. L'invité de la semaine, Pierre Noisa, président fondateur de Pemium. Pemium, créé en 2011, c'est une plateforme d'échange de Bitcoin comptant plus de 250 000 clients. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre Noisa. On va commencer par une question simple, mais que tout le monde toujours se pose quand on ne connaît pas un environnement. C'est quoi un Bitcoin ? Commençons par ça. Alors, un bitcoin, c'est un droit d'usage d'un réseau, donc c'est une monnaie au sens classique du terme, une devise, si vous voulez, qui permet éventuellement d'épargner. On peut placer son argent dans cette devise, comme on le ferait dans le dollar ou une autre devise connue, de manière à profiter de son comportement boursier, je dirais, depuis sa création, qui est évidemment extrêmement favorable pour les épargnants, puisque on est sur des rendements annuels en moyenne de l'ordre de plus 50% par an. Historiquement. Alors, c'est évidemment pas prédictif, mais ça reste l'actif qui a le mieux performé depuis 10 ans. Alors, je l'ai dit en vous présentant, on fantasme beaucoup sur les crypto-monnaies actuellement. Je voudrais revenir sur quand même un événement qui vous a frappé de près. Vous avez été directement concerné parce qu'il y a eu une tentative de kidnapping de votre fille il y a quelques semaines. Il y a quelques jours, une femme dans les Hauts-de-Seine a été violemment agressée. Elle est investisseur en crypto-monnaie avec son mari. Et un suspect d'ailleurs a été arrêté dans le cadre de l'enquête. Si je vous parle de ça, c'est pas pour revenir forcément sur ces situations dites exceptionnelles. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas voler. C'est ça que je voudrais qu'on dise à nos auditrices et nos auditeurs. On ne vole pas des crypto-monnaies comme on peut voler des objets, comme on peut voler une voiture. Ça se passe pas du tout comme ça, parce qu'il faut quand même qu'on arrête de fantasmer sur ça. Oui, tout à fait. C'est des transactions sur Internet donc qui sont traçables et qui permettent donc aux autorités, dans le cas où il y a des malversations, des crimes même, dans le cas où décrivés, qui permettent de remonter à la source des transactions quand les pouvoirs publics mettent en œuvre les moyens qui existent pour remonter à la source. Donc, c'est une très mauvaise idée pour les malfrats d'utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement parce qu'ils vont s'exposer à un retour de bâton, effectivement. Ouais, c'est important à préciser et à dire. En quoi l'arrivée, Pierre Noisa, on revient dans l'actualité, en quoi l'arrivée de Donald Trump et de son administration a changé quelque chose dans l'univers de la crypto-monnaie ?
Alors, je pense que ça a changé une perception au niveau mondial, parce que c'est l'Amérique, que tout le monde entier, même si les Chinois n'aiment pas forcément les Américains autant que ça, ils regardent ce qu'ils font en matière de numérique. Donc, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est avec un cabinet aussi autour de lui à la Maison-Blanche qui comprend Bitcoin, qui comprend que c'est l'Internet des transactions, et comme sur le web, qui est l'Internet de l'information au sens large, les Américains dominent le web aujourd'hui avec les GAFAM, eh bien, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir dominer le Bitcoin, donc qui est l'Internet des transactions, et faire de Bitcoin une autre monnaie américaine. En fait, ils ont le dollar, et ils vont avoir une forme de maîtrise de ce réseau par des acteurs majeurs qui mettent en place, je pense notamment effectivement à Coinbase, un concurrent américain, ou à MicroStrategy, qui s'appelle maintenant Strategy. Mais Pierre Noza, ça veut dire que quelque part Trump a institutionnalisé cette monnaie. Il lui a donné des lettres de noblesse. Tout à fait, avec également, j'irais, BlackRock en 2024. Donc 2024 a été vraiment un point de bascule, exactement, dans la perception de Bitcoin. Ça n'a rien changé sur la technologie et son potentiel, à mon avis. Par contre, ça a changé la perception dans la sphère financière traditionnelle et au niveau mondial, parce que c'était les États-Unis. Et du coup, effectivement, on a observé une hausse du cours donc à $100 000. Enfin, il est même au-dessus aujourd'hui, et une progression qui maintenant va continuer, à mon avis. Alors, on va sortir des États-Unis, on va aller du côté de l'Inde un instant, si vous le permettez, parce qu'on apprend que l'Inde envisage de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Quel signal ça envoie ? Alors c'est intéressant parce qu'il y a des petits pays qui l'ont déjà fait, je pense notamment au Bhoutan, à d'autres des pays d'Amérique latine, etc., qui accumulent, ou même la Suisse, qu'on peut citer, qui a investi dans Strategy, c'est-à-dire une société cotée au Nasdaq, mais qui a des bitcoins, en fait, dont la valeur vient essentiellement de sa réserve de bitcoin. Donc indirectement, les Suisses, la Banque nationale de Suisse a accumulé aussi. Donc je pense que tous ceux qui comprennent se disent, faut qu'on en ait un peu, si on a de l'or, pourquoi pas avoir du bitcoin. C'est la même démarche, c'est une pièce d'or, c'est une preuve d'énergie, l'énergie qu'il a fallu pour l'extraire, etc. Un bitcoin, c'est la même chose, sauf que c'est une preuve mathématique et non pas une preuve physique au sens classique du terme, mais c'est la même chose. Donc, ils ont compris ça, et du coup, Bitcoin a rattrapé l'or quasiment comme commodity, comme matière première de réserve, et il y a tout l'aspect paiement qui, maintenant, à mon avis, va se développer dans les 10 ans qui viennent. Si l'Inde a compris, on en est où, nous, en France, pendant ce temps-là ? Alors, malheureusement, on en est assez loin, parce qu'on a On n'a pas compris ? On a des idéologues. Non, je pense que le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pragmatiques à des postes de décision. On a beaucoup trop d'idéologues. Et ces gens-là considèrent que la monnaie dite étatique est l'alpha et l'oméga de la monnaie. Ils ne comprennent pas les enjeux technologiques qu'il y a derrière, comme ils n'ont pas compris, d'ailleurs, à l'époque d'Internet, si vous vous en souvenez, le potentiel d'Internet. On a eu des rapports gouvernementaux qui nous expliquaient qu'il n'y aurait pas d'application commerciale d'Internet. Donc, moi qui ai vécu ça, à cette période-là, je revis exactement la même chose avec Bitcoin. Et malheureusement, pour les Français, ça veut dire un manque à gagner très important. Je vous donne un exemple. Mais si EDF minait du Bitcoin avec les excédents de production du nucléaire, juste ça, on gagnerait il dégagerait à peu près 100 millions d'euros par mois. 100 millions d'euros par mois. C'est ce qu'on a calculé. C'est juste avec les excédents. Voilà, ils cherchent de l'argent, mais ils vont, pour des raisons idéologiques, encore une fois, il y a des gens dans les postes de décision de ces organisations comme EDF ou Engie, des gens qui s'opposent à quelque chose qui est pourtant une évidence de plus en plus dans le monde. Alors, question simple, mais quand même importante pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait investir justement en Bitcoin. Comment on fait pour en acquérir ? Eh bien, on peut se rendre sur Paymium.com. Évidemment, la société que j'ai fondée, c'était précisément pour faciliter l'accès au plus grand nombre. Donc, ça veut dire s'inscrire un peu comme on s'inscrit sur une banque en ligne et envoyer des euros pour les transformer en Bitcoin. Enfin, placer un ordre d'achat, exactement comme on fait sur les marchés actions. Et on peut revendre aussi facilement qu'on a fait. Exactement. Si vous placez un ordre d'achat ou un ordre de vente, et vous avez la liquidité. C'est un actif extrêmement liquide. Alors, on dit volatile. Il est volatile, certes, mais sa volatilité a pas mal diminué ces dernières années. Et encore une fois, le risque... il y a aussi le risque à la hausse qui bénéficie. Historiquement, on a observé, comme je vous le disais, en gros, plus 50% par an depuis 10 ans. Une dernière question, Pierre Noza. Il faut garder longtemps des bitcoins ? Alors oui, parce que justement, à cause de ces phénomènes de volatilité, il faut avoir une position dite longue, c'est-à-dire 3-4 ans. Idéalement, c'est l'idéal. 3-4 ans pour vraiment bénéficier à plein de sa hausse. Après, si vous... c'est chacun fait en fonction de ses disponibilités. On conseille de mettre une partie de son épargne sur Bitcoin, certainement pas tout, sauf si on a vraiment un objectif précis, mais on peut au moins mettre 10% de son épargne sur Bitcoin. Merci à vous, Pierre Noza. Merci à vous. C'est le coin de l'expert.
Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et notre expert ce matin, c'est Olivier Malteste, expert en marché financier qui enseigne la finance à Paris-Dauphine. Vous allez, en ce début de période de vacances, revenir, Thomas, avec Olivier, sur le comportement des marchés durant l'été. Oui, Laurence, parce qu'à l'approche de l'été, beaucoup de nos auditeurs se demandent quel comportement adopter par rapport à leurs investissements avant de partir en vacances. Alors Olivier, est-ce que l'été n'est pas souvent considéré comme étant propice aux crises d'abord ? Si, et ce n'est pas totalement faux. En août 2007, c'était le début de la crise des subprimes qui déboucha en 2008 sur la dernière grande crise financière. Août 2011, nous avions connu la première dégradation de la note de la dette américaine et la perte du fameux AAA. Août 2015, le krach chinois. Et même l'année dernière, nous avions connu, souvenez-vous, une forte baisse des valeurs américaines en raison d'un chiffre sur l'emploi moins bon qu'attendu. Effectivement, mais alors qu'est-ce qui explique que le mois d'août semble propice aux coups de chaleur également sur les marchés financiers ? Déjà, il y a moins de volume, moins d'investisseurs et donc moins d'acheteurs pouvant soutenir les cours. Et puis, les gérants professionnels qui vont s'occuper des portefeuilles de leurs collègues en vacances, notamment, vont avoir tendance à ne pas prendre de risques et à revendre à la moindre alerte. Et donc, est-ce une bonne stratégie que de couper ses investissements aux actions avant de partir en vacances ? Non, déjà, il n'y a pas de crise tous les étés. Et puis, allez savoir pourquoi, mon cher Thomas, c'est souvent lorsque tout le monde anticipe une crise qu'elle ne survient pas. Et n'oubliez pas que la règle de base dans l'investissement, c'est de rester exposé. Comme le dit le célèbre gérant Peter Lynch, beaucoup plus d'argent a été perdu par les investisseurs qui se préparaient aux corrections ou tentaient de les anticiper que dans les corrections elles-mêmes. Ces mouvements de baisse peuvent aussi être parfois l'occasion d'achat à bon compte. Et puis, déléguer sa gestion à un professionnel est également une solution qui permet de passer des vacances plus sereines. Merci Olivier. On va vous laisser partir vérifier vos placements pendant tout cet été. Merci à vous. Vous aussi d'ailleurs. Exactement. Bel été et on vous retrouve la rentrée prochaine, mon cher Avec Thomas grand plaisir Binet. et bel été à vous, Laurence. Allez, à très bientôt. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.